suivre William Higgins et investir dans le fonds Indépendance AM France Small? C'est la question à laquelle on va répondre en se basant sur le rapport de gestion publié en mai 2025 sur le mois d'avril 2025. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette analyse. Ici, je vous mets donc les performances du fonds. Donc on voit qu'on est depuis la création sur 4302%, hein, donc on bat largement et à plat de couture le CAC 40 dividendes réinvestis et l'indice de référence, hein, qui est plutôt un indice orienté small cap. Donc en rythme annualisé sur 10 ans, on fait 9,7%. Sur 5 ans, on fait 15,9%. Donc c'est plutôt bien. Il y a eu quand même une période de sous-performance, hein, sur les 3 dernières années. On a fait 4,4. Donc bon, on commence à repartir bien comme il faut. La value a un peu souffert on va dire, de 2018 à 2022-2023, mais ça se reprend bien maintenant. Et on voit que sur la durée, ça continue à battre les indices plus de croissance, hein, comme le CAC 40 dividendes investis. Alors, dans le CAC 40, il y a quand même aussi des entreprises plus value, hein, mais bon, globalement, la performance du CAC 40 est tirée par le luxe, qui est un secteur de croissance. Donc, on arrive bien à surperformer. Je vous mets ici les principales variations. On va aller voir ça en détail après, mais donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a Rheinmetall, hein, qui est une ligne, qui était une ligne principale du fonds, qui continue à tirer la perf avec un T1 meilleur que prévu. Donc je pense que maintenant William Higgins commence à solder sa position, hein, parce elle est très, très, très bien valorisée. Ça correspond plus à son profil d'investissement, donc il a encore fait un excellent coup là-dessus. On a Amundi qui l'indique en nouvelle ligne, alors que cette ligne était là dans le fond en 2024. En tout cas, en octobre 2024, elle y était, j'avais regardé, mais au début de l'année, elle n'y était plus. Donc en fait, il a fait un aller-retour sur cette position. Alors c'est plutôt c'est de la gestion d'actifs. Moi, je suis pas trop fan de ce secteur, mais pourquoi pas. Havas, nouvelle ligne, et c'est un spin-off de ce que fait Bolloré avec Vivendi, et cetera. C'est différent d'une introduction en bourse. En général, il vaut mieux éviter les IPO, hein, parce qu'elles sont vraiment super, trop valorisées, et puis trop hypées en fait au moment de, de l'introduction en bourse. Mais les spin-offs, par contre, ça peut être intéressant. C'est des sujets tout à fait intéressants. Et Havas, on va le voir, c'est quand même, il y a de l'intérêt à s'intéresser à ce dossier. De Richebourg, rien à signaler, hein, donc ça c'est une entreprise qui est plutôt en recovery, turnaround. Ils ont une participation dans Elior aussi, qui commence aussi à se retourner. Bon, pourquoi pas, on va voir ça en détail. Florimation, 2024 meilleur que prévu, donc là on est sur l'île défensif, hein, de l'alimentaire, ça se passe très bien. Vallourec et Technicas Reunidas, c'est on va dire 2 effets similaires. C'est la baisse du prix du pétrole. Eux, ce sont des parapétroliers, donc ils subissent de façon amplifiée les variations du pétrole. Il y a donc tout ce qui est, on va dire les acteurs intégrés, hein, donc de l'énergie, upstream, midstream, downstream. Eux, en général, ils subissent la variation du prix du pétrole. Mais ceux qui sont dans l'amont pétrolier, comme Vallourec, Technicas Reunidas, mais il y en a d'autres, hein, pour ça Viridian avec CGG par exemple, il y a Fugro aussi aux Pays-Bas. Eux, ils vont subir de façon amplifiée les baisses du baril, hein, donc quand ça baisse, il ne faut pas s'étonner que ça chute un peu plus fortement. Donc Vallourec, Technicas Reunidas en chute évidemment, avec le prix du baril. Poujoulin, eux sont spécialisés dans le granulé à bois. C'était un bon coup à jouer quand il y a eu de l'inflation sur le bois et les matières premières en 2021-2022, mais maintenant je pense que ils subissent encore la baisse des prix, des matières premières, donc moi je pense qu'ils vont mettre à l'écart de ce dossier. Delta Plus, c'est spécialiste de l'équipement de protection individuelle. Je pense qu'ils sont quand même assez tributaires de la dépense d'infrastructure et de construction et du résidentiel. Donc pour l'instant, c'est pas exceptionnel en Europe, et ils publient pas des très, très bons résultats, parce que c'est un dossier qui est un peu moins intéressant ces derniers temps. Au contraire d'Alten, à mon avis, donc là, il y a eu un sales warning, donc alerte sur la croissance des ventes, donc forte chute, mais ça devient tout à fait attractif en termes de valorisation, hein. C'est une entreprise de croissance, Alten, hein, une bonne mid-cap qui a bien performé avant 2020. Et depuis, on subit on va dire la frilosité des donneurs d'ordre, hein, qui sont les grands groupes, qui ont besoin d'externaliser leur R&D, qui passent moins de commandes, et donc la valorisation est en chute, le chiffre d'affaires chute, mais c'est au plus bas absolu. La dernière fois que j'avais regardé le dossier, on peut retrouver la vidéo sur la chaîne, la Alten, ça devient, il y a une valorisation qui est au plus bas absolu. Donc c'est dans ces moments-là, à ce timing-là, qu'il faut en général s'intéresser à ce genre de dossier, parce qu'une fois que le cycle va repartir, le multiple n'aura aucun mal à se redresser. Rapide coup d'œil sur les principales variations.
Les principales positions, pardon, donc entre mars et avril, on voit que Dassault reste bien positionné, hein, donc dans la défense. En fait, il faut retraiter le rendement des fonds propres en enlevant le cash parce que Dassault a beaucoup de cash, hein, les acomptes, des commandes qui lui sont passées pour exécuter les commandes. Donc si on retraite, en fait, le rendement des fonds propres est tout à fait intéressant. Ils ont une participation de mémoire aussi dans Thales, et ils sont moins valorisés que la participation plus le cash, hein, Dassault. Donc encore, enfin, il faut que je mette à jour ce critère, il faut que je regarde en détail, mais il me semble que c'est encore le cas. Et puis ils profitent évidemment de la dépense d'armement, donc toujours un bon dossier à mon avis. Maintenant, ça commence à être un petit peu cher quand même, hein. On a Elis qui passe en position numéro 2. Je pense pas que ce soit parce qu'il y a eu une forte progression du cours, hein. Je pense que c'est surtout qu'ils ont renforcé leur position, puisqu'ils ont plus de conviction sur le dossier. Donc Elis, c'est plutôt, donc c'est du service, hein, stratégie, de croissance, via la stratégie du nénuphar, hein. Donc ils font de la fusion-acquisition, ils font du maillage territorial en rachetant des blanchisseries, dans les différentes géographies où ils veulent s'étendre. Ça génère fortement du cash. Après il faut bien gérer la dette, hein, sur Elis, mais c'est un bon petit dossier. Technip Energies en même position, ça bouge pas. Ils sont donc là pour l'instant, hein, on l'a dit, ils souffrent un peu de la baisse du prix du pétrole. Nexans, j'ai l'impression qu'ils sont renforcés, hein, sur Nexans. Non, ils ont un peu allégé sur Nexans. Mais peut-être que c'est dû à la variation plutôt du cours, hein, plutôt qu'un changement de pondération, via cession. Donc à vérifier. Nexans pour moi ça reste un bon dossier pour profiter de l'électrification. Score Ecophase, donc réassurance et assurance export. Moi je suis plutôt à l'écart du secteur, c'est pas un secteur que j'affectionne particulièrement. Maintenant il est pas cher, hein, comme toutes les financières. Mais il faut, bien savoir analyser les bilans des assureurs pour comprendre la valorisation et c'est pas mon cas. Via les compagnies, donc l'actionnaire en fait Bourse Directe et d'autres participations. Ils sont moins valorisés, donc il y a une décote sur actifs nets réévalués, donc ils sont moins valorisés que la somme de leur participation et pourtant ils publient des bons résultats, donc pareil, c'est un peu trop orienté finance pour moi, donc moi je suis plutôt à l'écart de ce dossier, mais je comprends tout à fait que ça soit intéressant d'un point de vue value investing. Ce qu'on voit sur le tableau de gauche, hein, vous avez Gruppo Catalana Occidente. Il n'a pas disparu, c'est simplement que William Higgins a apporté à l'OPA, donc excellent coup encore sur ce dossier, hein, assureur espagnol qui a bien fonctionné. Ensuite, on a donc Rheinmetall qui, ouais, vous voyez, hein, ça commence à baisser, hein, donc William Higgins s'allège tranquillement sur Rheinmetall, c'est normal. Sopra Steria qui remonte dans le top 10, l'ESN, donc ça doit être la numéro 3 ou numéro 2 en France, qui souffre, hein, comme Alten, c'est les mêmes typologies, hein. Pour l'instant, frilosité des donneurs d'ordre, donc le carnet de commande est pas très rempli. On fait de la décroissance de mémoire, mais pourtant, du coup, valorisation au plus bas depuis très longtemps. Donc ça peut être intéressant de regarder ce dossier. Et ensuite, vous avez Groupe Guillain, petit groupe familial spécialisé dans l'emballage alimentaire. Donc c'est un marché défensif et il est très très bien géré ce dossier. Donc ça peut être intéressant aussi à regarder de votre côté. Allez, on va aller sur Coifin pour voir en détail les valorisations des différents dossiers que j'ai mentionnés ici. Donc on a, dans le top 10, donc je vais vous présenter d'abord les colonnes, hein, comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros sur cet écran malheureusement, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, par rapport au bilan, les ratios de rentabilité par rapport aux capitaux, hein, donc rendement des capitaux investis ici, rendement des fonds propres ici, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, qui inclut rachat d'actions ou dilution, si elle a la dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net. Ça nous permet de comparer le payout ratio, hein, de vérifier le payout ratio. On rappelle, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net qui est versé en dividende, mais il faut se rappeler qu'on verse le dividende via les free cash flow, hein. Donc il faut à minima une adéquation entre free cash flow et bénéfice net pour que ce ratio ait du sens. On commence par le premier dossier, comme on l'a dit, hein, Rheinmetall. Donc maintenant, c'est une large cap, hein, 87 milliards. Donc grosse large cap. 9% de croissance du chiffre d'affaires et c'est en train de réaccélérer, évidemment, avec les dépenses d'armement. Et on voit que les multiples sont tout à fait hors normes ici, hein. Enfin, donc là, ça correspond plus du tout au style d'investissement William Higgins. On est à presque 100 en ratio court-bénéfice sur les 12 derniers mois. Donc évidemment, il faut regarder maintenant, comme c'est un dossier de croissance, les bénéfices sur les 12, 24, 36 prochains mois pour savoir ce qu'il en est réellement de la valorisation. Mais ça, c'est pas ce que fait William Higgins. Lui, il se base sur les multiples des années, des 12 derniers mois en tout cas. Donc ici, ça, c'est un dossier qui commence certainement, très, très, très certainement à alléger, hein, sans aucun doute. Et il prend ses profits et il a bien raison. Donc moi, du coup, je vous dis, je pense qu'il vaut mieux pas aller sur ce genre de dossier maintenant qui est très, très chèrement valorisé. Pour Dassault Aviation,
Alors il y a une décroissance sur 5 ans, mais je pense que sur les 12 derniers mois et puis sur les années, les prochaines années, il va y avoir de la croissance. On est sur une large cap, hein, maintenant 27 milliards de dollars de market cap. Les multiples commencent à être un peu élevés, hein, pour un fonds value quand même, hein. On a 15,5 en VE sur EBITDA, 28 en ratio court-bénéfice et 16 en ratio court free cash flow. Donc, je sais pas s'il va la garder très longtemps encore. Si ça continue sous cette lancée, je pense qu'il va commencer à alléger ce dossier qui est quand même, qui commence à être bien valorisé, hein. On a un rendement des capitaux investis qui est à 5, mais ça, à mon avis, ce calcul est faux. Il est biaisé par le fait qu'on ait du cash net, hein. Si vous regardez le rendement des fonds propres, il est à 15,5. Donc, ça, il faut retraiter, hein. En fait, je pense qu'on a une rentabilité tout à fait bonne, hein, sur Dassault, puisqu'on est cash net. Mais, c'est pas le cash net, le cash il appartient pas forcément à l'entreprise, hein, c'est du cash qui est perçu en acompte des commandes, hein, donc l'entreprise en a besoin pour exécuter les commandes, donc elle va dépenser le cash. Par contre, peut toucher les intérêts via les placements de trésorerie, hein, donc à prendre en considération. On a un petit dividende qui est pas exceptionnel, mais ça tient, au fait que, l'entreprise est quand même, commence à être bien valorisée, donc on a un rendement du dividende à 1,5, il y a un peu de rachat d'actions, mais rien de significatif. Les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets, donc cette rémunération de l'actionnaire va pouvoir, progresser. Dassault Aviation, j'aurais du mal à dire que c'est intéressant à ce niveau quand même, ça commence à être bien valorisé. Ensuite, on est sur Technip Energies, donc 6,3 milliards de dollars de market cap, 3 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, on est sur un marché cyclique, hein, et ça se ressent dans cette, croissance qui mérite d'être positive en tout cas. Et les multiples sont tout à fait bas, hein, 5,1 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. En ratio court-bénéfice, on a 15, mais ce qu'il faut regarder, c'est les free cash flow, en fait. On est sur une entreprise qui est plutôt génératrice de cash, hein, elle est plutôt, en phase de maturité, donc elle dégage du flux. 6,2 en ratio court free cash flow, c'est pas cher payé, hein. Donc, en niveau de valorisation, c'est absolument intéressant. 9 de rendement des capitaux investis, on est à 20 de rendement des fonds propres, c'est pas mal et on est cash net sur Technip, hein, donc on génère aussi des intérêts via les placements de trésorerie, donc ça, c'est pas mal, ça améliore le résultat financier. 2,6 de rendement de l'actionnaire, c'est intéressant. Du dividende, hein, pardon, 3,3 rendement de l'actionnaire. Donc ça, c'est intéressant. Free cash flow, au double des bénéfices nets. Donc on va pouvoir monter la rémunération de l'actionnaire sans trop de problèmes ou en tout cas la maintenir à ce niveau-là. Technip Energies, évidemment, à l'heure actuelle, le cycle n'est pas favorable, mais c'est intéressant d'un point de vue, valorisation, hein. Donc, moi, je pense que c'est un dossier qui se met en watchlist et qui s'étudie en détail. Elis, on est donc, comme on avait parlé précédemment, blanchisserie industrielle, stratégie du nénuphar, donc on va faire des petites acquisitions à droite à gauche pour consolider les parts de marché. On est sur, quasiment 6 milliards de dollars de market cap, hein, maintenant ça commence à être, une grosse boîte, hein. 7 de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé 5 ans, donc ça c'est une bonne croissance, c'est plutôt de la croissance externe, hein. On fait pas trop de croissance organique, hein, sur Elis. 6,1 en VE sur EBITDA, c'est pas cher payé, 18 en ratio court-bénéfice, mais là pareil, c'est une entreprise qui dégage du flux, hein, plutôt que des bénéfices. Donc on est à -10 en ratio court free cash flow, c'est intéressant d'un point de vue valorisation. On a, alors un rendement des capitaux investis qui est pas exceptionnel, 6, mais bon, on n'avait pas une énorme croissance, on n'a pas une énorme croissance organique, hein, donc on n'a pas besoin de s'autofinancer, outre mesure. Donc en fait, le cash qu'on dégage, il va servir à rembourser la dette, et rémunérer les actionnaires, donc et faire des acquisitions. Donc c'est pas un trop un souci. On a un bon rendement des fonds propres qui, bien sûr, est aidé par l'endettement, hein, puisqu'on utilise quand même pas mal de dettes sur Elis, hein. Donc la clé, en fait, c'est une boîte de fusion-acquisition, hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête sur Elis. 2,2 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un peu élevé, du coup ça impacte un peu le résultat net. Mais moi, enfin l'entreprise, le management est assez bon en fusion-acquisition. Toutefois, il y a eu, une proposition de rachat qui a avorté, aux États-Unis. Parce que le marché, doutait, enfin ça a fait chuter le cours et le marché doutait fortement de l'acquisition. Donc il faut faire attention à l'acquisition de trop sur Elis, hein. Ils vont pour grossir, ils vont devoir faire des grosses acquisitions et ça va fragiliser le bilan, donc il faut le garder quand même en tête, hein. 2 de rendement du dividende, c'est pas énorme, hein. 1,6 de rendement de l'actionnaire, il y a un peu de dilution. Les free cash flows sont au double des bénéfices nets. Donc bon, ça permet de rembourser la dette quand même, pas si mal. Mais attention à Elis voilà, sur l'acquisition de trop, ça peut être le problème, hein. Score, donc c'est pas du tout un dossier que moi j'apprécie. Il y a toujours des problèmes de management. Après il y a, on va dire qu'il y a l'OPA en fait, un serpent de mer sur une OPA éventuelle sur Score. Donc on est sur, 5,7 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple qu'il faut regarder ici, on n'a pas, hein, c'est le multiple des bénéfices de ratio court-bénéfice, mais il y a quasiment pas de bénéfices en fait sur Score. Donc il faut aller voir pourquoi et ça bon, moi je sais pas trop étudier, les assurances, hein, les réassureurs non plus. On n'a pas de décote sur actifs tangibles et c'est ce qu'il faut sur les assureurs. Comme ça, on a une marge de sécurité sur, ce qu'elle détient en portefeuille parce que, du coup, c'est quand même compliqué d'analyser un portefeuille d'assureurs, et de réassureurs. Donc, on veut une décote pour, pouvoir avoir une marge de sécurité.
Donc bon, voilà, l'attrait du dossier, ça va être ce dividende à 6,3%. Maintenant, les bénéfices nets sont très bas. Donc, est-ce que c'est soutenable? Point d'interrogation. Après, c'est peut-être ponctuel, hein, cette baisse des bénéfices nets. Ensuite, on est sur, Nexans, donc 4,9 milliards de market cap, donc on profite de l'électrification, hein, sur ce dossier. C'est un bon petit dossier, je trouve. 4,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple de VE sur EBITDA est à 7, donc ce qui est value. Par contre, les autres multiples, un peu moins value. Donc j'ai l'impression qu'on commence à être bien valorisé sur le dossier. On a vraiment des capitaux investis qui est tout à fait intéressant, hein. 12,5%, c'est très bien, hein, pour une société qui est intensive en capital. On a moins d'une fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est bien. Avec la bonne rentabilité, on va pouvoir céder des entités sans trop de problèmes. On a vraiment du dividende à 2,6% et vraiment l'actionnaire à 2,8%, donc il y a un peu de rachat d'actions. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, payout ratio à 36%, donc cette rémunération de l'actionnaire est soutenable et elle va monter. Donc, Nexans, voyons sur les prochaines publications à combien sort le multiple de ratio coût-bénéfice ou ratio coût free cash flow. Je pense que c'est plutôt ratio coût free cash flow qu'il faut regarder puisqu'elle est plutôt mature, hein, cette entreprise. On voit que la croissance n'est pas énorme. Donc, il faudrait regarder ce multiple de free cash flow. Est-ce que aussi il n'y a pas eu une dépense en capital un peu élevée comparée aux années précédentes qui font que ce multiple ressort un petit peu élevé et donc le free cash flow un peu bas? À vérifier. Bon, si vous faites les enfin, moi, je pense que ça va en fait, c'est ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là, hein, donc une dépense à capital élevée parce que le multiple de VE sur EBITDA est pas très élevé. Donc, Nexans, en tout cas, ça s'étudie en détail. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Sopra Steria, donc on est sur l'ESN numéro 2 ou 3 en France. 4,2 milliards de market cap, hein, donc quand même une grosse mid cap, ça commence à être une large cap, hein. 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même de la croissance, mais il faut sur les dernières années, sur 2023 et 2024, évidemment, ça a bien ralenti, hein. Donc, il faut l'avoir en tête et c'est pour ça que les multiples sont tout à fait bas, hein. 6,6 en VE sur EBITDA, 13,6 en ratio coût-bénéfice, mais 7 en ratio coût free cash flow. Comme il n'y a pas de croissance sur les 2 dernières années, elle a dégagé plutôt du flux, donc il faut mieux considérer le multiple de VE sur EBITDA et de price sur free cash flow et donc on est tout à fait décoté, hein. 12,3% vraiment des capitaux investis. On n'a pas besoin de beaucoup de capital, hein, sur cette société puisque c'est du jus de cerveau, donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup de capital. Du coup, ça permet de dégager une bonne rentabilité, ce qui va permettre de aussi faire baisser la dette. On n'est pas trop endetté sur Sopra Steria, donc 1,1 fois l'EBITDA en dette nette. En rendement du dividende à 2,4%, c'est pas hyper élevé, mais ça n'a jamais été très élevé sur Sopra, mais en rendement de l'actionnaire à 5,6%. Bonne allocation du capital, je trouve. Le cours l'entreprise est complètement, décotée et donc le management fait des rachats d'actions. Ça, c'est très, très bien, je pense. C'est ce qu'il faut faire et ça aussi, hein, ça envoie un signal aussi que, en fait, le management trouve que l'entreprise est sous-valorisée et qu'elle anticipe aussi un retournement d'activité. Évidemment, le management n'est pas infaillible et il est biaisé, par sa vision, et par le fait qu'il veuille que son entreprise réussisse, hein. Mais bon, je trouve que c'est une bonne allocation du capital dans le sens où ça soutient quand même le cours. On est, au double de free cash flow par rapport au bénéfice net avec un payout ratio à 37%. Donc c'est tout à fait soutenable, hein, cette rémunération de l'actionnaire. Donc les rachats d'actions vont continuer, je pense, aussi sur 2025. Sopra Steria, bon dossier à aller analyser plus en détail. Coface, de l'assurance, donc pareil, c'est pas un secteur où je suis plutôt à l'écart de ce secteur. On a 4,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour une assurance. Plutôt, du coup, j'imagine, croissance des contrats, hein, signés. On va avoir, un multiple de price earning à 10. Donc c'est pas très cher payé, mais on n'a pas de décote sur l'actif tangible. Donc pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité, plutôt à l'écart de ce dossier qui a un rendement des fonds propres à 11,7, ce qui est correct, hein, pour une assurance. Dividende à 8%, avec un payout ratio à 76%, donc tous les bénéfices passent, dans le dividende. Ben, c'est assez, normal, hein, sur une assurance. Est-ce que c'est soutenable? Je trouve ce payout ratio un peu élevé, hein, donc attention sur le dividende, on n'est pas sûr que ça va rester à ce niveau. Il y a les compagnies, il nous manque la moitié du métrique ici sur Coifin. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à choper la data. Ce que je peux dire sur ce dossier, qui est actionnaire de Bourse Direct, mais ils ont aussi 2 grosses autres participations. De mémoire, ils sont, moins valorisés que la somme des parties. Donc c'est normal, hein, puisque c'est une sorte de holding. Maintenant, c'est, en fait, il faut aller étudier les participations pour voir combien elles sont valorisées et quelle est la marge de sécurité par rapport à la décote qu'on a sur le dossier. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur Via les compagnies. Groupe Guillain, donc société familiale spécialisée dans l'emballage alimentaire. Donc c'est un business quand même défensif, hein. On est sur 587 millions de dollars de market cap, 5,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est une bonne croissance stable, hein, sans problème. Et on a les multiples de valorisation qui sont complètement qui sont assez bas, hein. En tout cas, en VE sur EBITDA, on a 4,8, en ratio coût-bénéfice, on a 9,5. Alors là, en ratio free cash flow, on est avec presque à 20. Donc il fallait voir pourquoi est-ce que les free cash flow sont bas, pourquoi est-ce que la dépense en capital a augmenté, ou alors est-ce qu'il y a une variation défavorable du BFR.
Donc à regarder, mais je pense que par rapport au type de VE sur EBITDA, on est complètement décoté et ici, ce sont des éléments, à mon avis, plutôt ponctuels, hein, qui impactent les free cash flow et le bénéfice net, finalement, le ratio coût-bénéfice est en dessous de 10, hein, donc on quand même décoté. Vous avez fait une décote sur, alors sur actifs, maintenant, c'est pas sur actifs tangibles. Moi, je préfère la décote sur actifs tangibles parce que dans les actifs, vous avez de l'immatériel, donc vous devez avoir ici, des écarts d'acquisition qui et ça, pour moi, ça vaut pas grand-chose au bilan, donc je préfère plutôt le ratio de ratio, cours sur actifs tangibles. Donc il y a pas de décote là-dessus. Rendement des capitaux investis à 7,7, c'est tout à fait convenable sur une société qui est plutôt, industrielle et intensive en capital. On est quasiment cash net, hein, sur le groupe Dealine, donc ça, c'est très bien. 3,5 en rendement du dividende, c'est bien. 3,6 en rendement de l'actionnaire, léger rachat d'actions. Le payout ratio, il a 34, facialement, mais en réalité, par rapport au bénéfice au free cash flow, il a 70. Bon, je pense que ça, c'est temporaire. Il faut regarder, si sur la durée, je pense qu'il y a une équivalence free cash flow bénéfice net, voire même un excès de free cash flow par rapport au bénéfice net. Donc je pense que cette rémunération d'actionnaire est soutenable. Donc voici pour les principales, positions. Là-dedans, moi, ce que je trouve intéressant, ça va être, Technip Energies, Elis, Sopra Steria et Groupe Guillain. Je trouve ces dossiers intéressants personnellement, hein, c'est-à-dire que c'est des secteurs dans lesquels je peux investir et sur lesquels les multiples me semblent assez bas et qui ne sont pas trop endettés. Pour les autres, c'est des secteurs dans lesquels je n'investis pas et Dassault Aviation, je trouve que c'est trop valorisé. Et Rheinmetall, bien sûr, c'est beaucoup trop valorisé et Via les compagnies, je sais pas, je connais pas assez les participations pour savoir si je peux investir là-dedans. Ensuite, dans la partie surperformance, du fonds, du rapport, on a Amundi. Donc là, c'est un spécialiste de la gestion d'actifs, donc société plutôt financière, 16,6 milliards de market cap, 6,4 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Je crois que ça inclut encore la fusion avec, donc de mémoire, c'est Lyxor qu'ils ont racheté, hein, la partie, gestion d'actifs de la Société Générale. On est sur 6,7 en VE sur EBITDA. Alors ça se valorise plutôt comme c'est plutôt des lignes financières, plutôt en ratio court-bénéfice et on est plus-value, on est à 12, hein, donc là, à mon avis, ça sort un peu des critères value. On a un rendement des capitaux investis qui est le rendement des fonds propres qui n'est pas indiqué, mais alors on n'a pas, pour faire le calcul, il faudrait sortir le total equity, on l'a pas sur le dossier. Bon, à regarder, séparément, mais je pense qu'ils ont une bonne rentabilité des fonds propres, hein. C'est un business qui a pas besoin de beaucoup de capital. Un rendement du dividende à 5,8, donc intéressant. Il y a pas le payout ratio, il faudrait le recalculer pour voir si c'est soutenable, hein, mais je crois qu'ils versent une bonne partie de leurs bénéfices en dividendes. C'est pas un dividende qui est en augmentation constante, hein, mais c'est déjà intéressant à ce niveau-là, en tout cas. Alors Havas, c'est, du coup une nouvelle ligne dans le fonds. On est à 1,7 milliard de market cap. Alors pas d'infos sur la croissance, mais je vous ai mis le rapport financier, si je me trompe pas, je vous l'ai mis ici, hop. Donc, ils font donc ça c'est le rapport de Havas, hein, le rapport, annuel. Et donc ils font un peu de croissance quand même, 1,5 de croissance. Donc en annualisé sur 5 ans, il y a une bonne croissance quand même. C'est la croissance aussi, plutôt par acquisition, hein. Donc c'est un mix, croissance organique et par acquisition également, hein, Havas. Ils ont des bonnes marges, hein, j'ai regardé quand même. Donc c'est un dossier que je vais aller creuser plus en détail, hein, parce que ça m'a l'air intéressant. Ils ont des marges, qui sont intéressantes. Ils ont ici, on voit qu'ils ont un rendement des fonds propres à 10, un rendement du capital investi à 10,2 pareil, hein. Donc bon, c'est une entreprise qui a pas besoin non plus de beaucoup de capital puisque c'est du jus de cerveau, hein. C'est des études, la communication, donc pas besoin de beaucoup, investir. Les ratios sont tout à fait bas, hein, 4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher payé, -10 en ratio coût-bénéfice et 7,6 en ratio court cash flow. C'est plutôt l'entreprise qui dégage du flux en plus, hein, puisqu'elle est assez mature, donc c'est plutôt le multiple de ratio court cash flow qu'il faut valoriser. On a une décote sur actifs. Maintenant, de quoi sont constitués les actifs? Il faut aller voir. C'est beaucoup d'immatériel, donc à mon avis, ça a pas trop d'intérêt cette décote sur actifs. On est sur, du cash net. Quasiment, excellent. Rendement du dividende à 5,2, très bien. Alors là, ils mettent un rendement d'actionnaire à 14,5, j'en doute, mais il faudra aller voir en détail, hein. Je vais aller faire un focus sur ce dossier pour voir si c'est intéressant à creuser. On est sur un payout ratio à 135 ici. Alors il y a eu un dividende spécial, voilà. Il y a eu un dividende spécial qui a été remonté à Vivendi de mémoire, donc ce payout ratio, il va pas être à ce niveau-là. Pour 2025. Donc à suivre, mais je pense que l'entreprise a quand même les moyens de verser un dividende correct, hein, vu qu'elle dégage, assez structurellement du flux. Elle est très rentable et il y a pas de enfin, elle est bien rentable et il y a pas de dette nette. En plus, on a une bonne marge de sécurité avec les multiples de valorisation. Donc ça m'a l'air intéressant quand même. Ensuite, de Richebourg. Donc maintenant, ils ont des participations dans Elior, mais sinon ils sont spécialisés plutôt dans les services, alors Med Commercial Services. Ils font du recyclage de métaux ici. Initialement, ils faisaient ça. Maintenant, ils font aussi du service aux collectivités. Donc plutôt défensif comme business, 1,1 milliard
$ de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. 5,6 en VE sur EBITDA, donc ça c'est bien. C'est pas très cher payé. On a 13,4 en ratio coût-bénéfice, mais 5,5 en ratio cash flow. Société qui dégage plutôt du flux, donc à mon avis, c'est plutôt ce multiple-là qu'il faut regarder entre le PE ratio, le ratio coût-bénéfice et le ratio cash flow. Donc on est des côtés. 7% de rendement des capitaux investis, c'est correct, hein, c'est une entreprise qui est quand même intensive en capital. On était très endetté sur de Richebourg, mais ils arrivent à se désendetter assez rapidement, donc ça commence à devenir intéressant, hein. 1,9 en 1,9 fois l'EBITDA en dette nette. Donc ça commence à être intéressant. 2% de rendement du dividende, 2,6 en rendement d'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions en plus. Très bien, on est en free cash flow au double des bénéfices nets. Donc le payout ratio est complètement soutenable. Il faut s'attendre à ce que les dividendes augmentent et que la dette baisse sur le dossier. Tout à fait intéressant, hein, de Rigibourg. Maintenant, il faut regarder aussi la participation dans Elior, comment Elior performe, pour savoir comment va évoluer les résultats nets, hein, puisqu'ils ont des participations mises en équivalence. Donc ça booste le résultat financier et le résultat net. Fleury Michon, on est sur du défensif, de la nourriture, 115 millions de dollars de market cap, 1,6%, 1,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, hein, donc c'est la croissance organique qui est plutôt faible, hein, il n'y a pas de croissance sur le dossier. Les multiples, du coup, s'alignent avec cette faible croissance, 1,9 en VE sur EBITDA, c'est pas du tout cher payé, 8,4 en ratio coût-bénéfice, 4,7 en ratio coût-free cash flow. Donc les deux ne sont pas. Tous les multiples sont bas, hein, mais c'est normal, il n'y a pas de croissance. On a une décote de 40% par rapport à l'actif, mais par rapport aux capitaux propres, mais de quoi ils sont constitués? Est-ce qu'il y a des écarts d'acquisition? Il faut aller voir. Voilà, on est un peu surcoté par rapport aux actifs tangibles, mais bon, vous avez quand même une bonne marge de sécurité sur les multiples de flux ici, hein. On a un rendement des capitaux investis qui est faible, mais il faut peut-être retraiter parce qu'on voit qu'il y a du cash. Donc, à vérifier ce ratio, parce que bon, le rendement des fonds propres est à 7,4, mais je pense que si vous retraitez le cash, le rendement, la rentabilité est plus élevée que ça, hein, donc il faut en tenir compte. 5,4% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau, mais il y a un peu de dilution sur le dossier. On est à 4,6 en rendement de l'actionnaire. Bon, ça reste quand même très correct, hein, comme rendement de l'actionnaire. Payout ratio à 11%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, l'entreprise devrait racheter ses actions pour au moins neutraliser cette dilution à minima. Allez, on passe maintenant à Vallourec. Donc là, on est sur du parapétrolier, donc on souffre actuellement, hein, que de la baisse du pétrole, c'est normal. 4,4 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc attention. On veut quand même des dossiers qui sont en minimum de croissance, donc après ça inclut la période 2020-2021, et donc il faudrait peut-être regarder sur 3 ans plutôt. Et je pense que c'est positif sur 3 ans, donc ça peut être intéressant quand même à regarder. Le multiple de VE sur EBITDA est à 5,1, c'est très faible. On est à moins de 10 en ratio coût-bénéfice, 2,1 en ratio cash flow. Il faut aller voir pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, mais ça doit être une dépense en capital comme d'habitude. 11,8, 11,9 en rendement des capitaux investis, très bon pour une société industrielle. 18 en rendement des fonds propres, c'est bien. On est cash net sur Vallourec. Il faut aussi se rappeler qu'il y a ArcelorMittal qui est au capital et qui pourrait faire une OPA pour prendre le contrôle intégral de la société, hein, donc ça rajoute une prime spéculative, hein. 8,9 en rendement du dividende. Il y a eu un rendement, de mémoire, il y a eu un rendement, un dividende exceptionnel sur 2024. Est-ce que ça, c'est le dividende ordinaire ou pas? Il faut vérifier. Mais c'est intéressant à ce niveau en tout cas. Le payout ratio n'est pas indiqué. On est à 522, 523 millions de bénéfices nets. Le dividende, il doit faire, si on ajuste à 10% de rendement, avec une market cap, il doit être à 400 millions. Donc attention que le payout ratio, à mon avis, est un petit peu élevé quand même, hein. On doit être à 350-400 millions de dividendes. Donc si ça inclut le dividende extraordinaire et spécial, du coup, en fait, le rendement ordinaire, à mon avis, un bon niveau, il devrait être à 4,5-5% de rendement, hein. Au-delà, c'est peut-être un peu les. Dans Vallourec, pour moi, c'est intéressant quand même à regarder, hein. Il y a des facteurs, pour l'instant, on subit un peu la baisse du pétrole, mais la valorisation est quand même assez basse et puis on est cash net sur le dossier, donc assez solide quand même. Alors Alten, 2,9 milliards de dollars de market cap, donc R&D externalisé, bas de cycle. Du coup, les multiples reflètent ce bas de cycle, mais là, sur 5 ans, on voit que la croissance était forte, hein. C'était uniquement sur les 2 dernières années que ça a ralenti. 6,4 en VO sur EBITDA, c'est pas cher payé. On est à 15 en ratio coût-bénéfice, mais en ratio free cash flow, on est à 7. Et comme on n'a pas de croissance sur les 2 dernières années, on dégage du flux, et donc c'est, à mon avis, le multiple de free cash flow qu'il faut regarder, et le multiple de VO sur EBITDA, évidemment. Donc on est complètement décoté sur Alten. À mon avis, c'est quand même bien niveau valorisation, hein, actuellement. 9,8 en rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité. Après, on n'est pas très intensif en capital, vu que c'est de l'humain, hein, qu'on vend, donc on vend pas de quelque chose de tangible. On est à 0,2 en dette nette sur EBITDA, donc quasiment pas de dette, 2% de rendement du dividende, et par contre, il n'y a pas de rachat d'actions. Et ça, on aimerait qu'il y ait des rachats d'actions quand même, avec un niveau de free cash flow aussi élevé,
et un payout ratio faible comme ça, avec une valorisation aussi basse, il faudrait que l'entreprise rachète ses actions. Déjà, ça amènerait beaucoup plus de gens à s'intéresser au dossier et ils pourraient monter le dividende également. Donc là, je comprends pas qu'ils rachètent pas leurs actions. Bon, en tout cas, au niveau de valorisation actuelle, c'est tout à fait intéressant et la croissance, à mon avis, finira par reprendre, hein. Il y aura à nouveau la croissance qui repartira chez leurs donneurs d'ordre et puis, du coup, ils vont pouvoir en profiter. Technicas Reunidas, c'est comme Technip Energies, hein, c'est une société espagnole. On est à 1,6 milliard de market cap, pas de croissance avec Manuel 5 ans. Pareil, hein, période 2020-2021 qui a été compliquée, donc comme on est sur 5 ans, c'est inclus dedans. Sur les dernières années, on a quand même profité plutôt du boom du pétrole, donc je pense qu'il y a la croissance qui va revenir, en rythme annualisé sur 5 ans évidemment. On est à 5 en VO sur EBITDA, c'est pas cher payé. Les free cash flow sont pas indiqués, donc il faut aller voir dans le tableau sous trésorerie à quel niveau ils sont. Le ratio coût-bénéfice est élevé, hein. Bon, si on se base sur le multiple de VE sur EBITDA, mais quand même décoté, hein. Donc intéressant à ce niveau, je pense. On a 11 en rendement des capitaux investis, ce qui est tout à fait correct. On est cash net, mais c'est normal, c'est le mode de fonctionnement de ces entreprises qui sont à BFR négatif. Elles collectent les commandes et elles touchent des acomptes auprès de leurs clients. Donc c'est pas leur cash à elles, mais elles peuvent l'investir, ce cash, pour toucher des placements, des intérêts de placement. Donc c'est quand même pas mal comme mode de fonctionnement. On n'a pas le payout ratio, alors on n'a pas de dividende de verser. Dommage. Alors soit c'est un problème de l'agrégateur, soit ils versent pas de dividendes, alors qu'à mon avis, ils ont les moyens de le faire. Donc à creuser. Delta Plus, le spécialiste de l'équipement de protection individuelle, à mon avis, eux, ils souffrent quand même pas mal de la baisse des dépenses d'infrastructure et du résidentiel aussi, la baisse du résidentiel en Europe. Bon, on est sur 382 millions de dollars de market cap, ce qui est une small cap. On est à 8,7 en croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, mais sur les dernières années, ça a ralenti quand même, hein, donc il faut le prendre en considération. 9,4 en VE sur EBITDA, ça commence à être cher payé, hein. C'est cher payé en fait. Le problème, c'est que le multiple a monté parce que l'EBITDA et les résultats baissent. Donc ça, c'est pas du tout une bonne situation. Bon, voilà, je trouve que c'est pas un dossier à regarder en ce moment, il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, Pujula, donc eux, ils mettent Building Products, pour moi, ils faisaient du granulé à bois, mais dites-moi en commentaire si je me trompe. Heu, Microcap, hein, 81 millions de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, mais ça inclut la période 2021-2022 où on a eu forte croissance, une forte inflation en fait des matières premières et notamment du bois, donc ça les a favorisés. On voit qu'en ratio coût cash flow, on est quand même décoté, mais en VE sur EBITDA, on n'est pas très décoté, hein, et c'est au-dessus en termes de compte de résultat. Attention, bah, je pense qu'il y a un problème de calcul en fait, sur l'agrégateur puisqu'ils nous mettent une dette nette à 9 fois. Il faut voir ce que ça inclut dans cette dette nette. Je pense que ça, c'est faux et du coup, ça biaise aussi un peu la valeur de l'entreprise et donc ça biaise, ce multiple-là. Si on se base sur le ratio coût cash flow, on n'est pas cher payé. Il y a une décote sur, capitaux propres. Je pense qu'il y a une décote sur capitaux propres tangibles. Il faut aller voir le bilan de l'entreprise pour en avoir le cœur net, mais il me semble que c'est le cas. Il faut retraiter ces ratios de rentabilité pareil, hein. Ils sont biaisés par le fait que, en fait, l'agrégateur nous mette 9 fois la dette nette. Bon, sans aller plus loin, enfin, je peux pas en dire beaucoup plus sans avoir les chiffres corrects sur Pujula, mais je pense que de toute façon, le timing n'est pas encore bon. Maintenant, on a plus d'inflation sur le bois et donc ils sont en décroissance. Donc pas un dossier à regarder en ce moment. Donc dans toute cette liste, qu'est-ce qui peut être intéressant à les regarder? Moi, je pense qu'on peut aller voir Havas. Je vais m'empresser d'aller faire une vidéo là-dessus, ça m'intéresse tout à fait, Havas. De Richebourg, ça se redresse bien et ça se désendette bien. Les multiples sont très bas. Je pense que ça se creuse. Sur Fleury Michon aussi, pourquoi pas? Il y a pas beaucoup de croissance, mais les multiples sont très bas et on est cash net. Valorex, ça se regarde évidemment, ça va dépendre du cours du pétrole, hein, mais ça se regarde. Alten, pareil, ça se regarde, la croissance reviendra à un moment donné. Technicas, Reunidas, ça va revenir aussi, le pétrole va repartir. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de dossiers à aller creuser de votre côté si ça vous intéresse, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine.